Madame, Monsieur, bonsoir. Dans la guerre au Moyen-Orient aujourd'hui, il y a deux images. D'abord, à Washington, les diplomates qui se serrent la main. Et à quelques kilomètres de là, une autre image, cette poudrière toujours sous tension. La guerre continue, mais cette fois en costume-cravate. Parce que pendant que les Américains et les Iraniens reparlent, en tout cas tentent de relancer les négociations, les navires militaires, eux, ne bougent pas. Le blocus est toujours là et la pression aussi sur ce détroit d'Ormuz. Le Liban et Israël rouvrent pour leur part un canal direct inédit depuis 30 ans, mais le Hezbollah dit déjà qu'il n'en tiendra aucun compte. En attendant, le Liban reste toujours sous les bombes israéliennes. Autrement dit, on discute, mais chacun reste armé. On avance sans céder. Et c'est là que tout se joue, dans ces entre-deux inconfortable, presque instable, où personne ne veut la guerre totale, mais où personne ne veut non plus perdre la face. Mais le pétrole raconte cette histoire d'ailleurs. Il baisse, parce que le danger ne disparaît pas, mais parce que le monde espère que cette fois les lignes rouges tiendront. Alors non, ce n'est pas encore la paix, c'est autre chose. C'est une espèce de guerre qui ralentit, où on se parle, mais qui n'a pas encore décidé de s'arrêter. Les marchés aujourd'hui étaient moins affolés que d'habitude. En tout cas, on va parler de la situation aujourd'hui sous tous ses angles et ce, avec nos experts. D'abord présent avec moi en plateau, professeur d'histoire en sciences politiques, professeur Boutaina Ben Salem. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. Toujours un plaisir de vous accueillir. Merci, le plaisir partagé. Et avec nous aussi l'expert en relations internationales, Fed Boutaleb. Bonsoir Fed. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous et merci aussi à notre troisième invité qui se joint à nous depuis Paris, il est consultant dans le domaine de l'énergie, Olivier Ravel. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous ce soir. Fed Boutaleb, tout d'abord la situation, en tout cas sur le terrain diplomatique, ces discussions entre les Américains et les Iraniens peuvent-elles réellement aboutir avant le 21 avril, concrètement en tout cas? Concrètement, en ce moment, il y a une prochaine manche qui sera organisée d'ici la fin de semaine. Reste à confirmer, évidemment. On sait que les informations sont assez volatiles à ce sujet-là, mais vraisemblablement, si on voit le faisceau d'indices, tout porte à parier qu'il y aura une deuxième session de négociation à Islamabad. Encore une fois, les Pakistanais sont toujours dans la boucle. Et elles porteront sur le sujet qui a fait interrompre les précédentes négociations, c'est le nucléaire iranien. Alors il y a eu cette proposition russe d'avoir les 400 kilos en question. Maintenant, c'est sur ces 400 kilos vraiment que porte la discussion, parce qu'ils sont à 60%, ils sont enrichis à 90%. Alors les Iraniens auront de quoi fabriquer à peu près une dizaine de bombes. Et donc, il faut leur reprendre ces 400 kilos. Et les Russes se portent en garant. Et je pense que c'est une des options qui est étudiée, connaissant la bonne relation aujourd'hui entre un Trump isolé et un Vladimir Poutine bien installé. Donc peut-être que là-dessus, c'est ce qui pourrait... mais ça, c'est trop tôt pour le dire. En tout cas sur le nucléaire. Ce que l'on attend vraiment aujourd'hui, c'est après ce deuxième blocus du détroit d'Ormuz, unilatéralement décrété par Washington, est-ce qu'il y aura de prochaines négociations? Pour le moment, est-ce que c'est légal déjà de bloquer ce blocus, que ce soit par les Iraniens ou pour les Américains? Les deux. C'est la convention, on en a déjà parlé ici, de Montego Bay sur le droit de la mer. Et donc oui, effectivement, ce n'est pas légal de bloquer un détroit. Mais aujourd'hui, ce que l'on attend, c'est voir confirmer cette rumeur d'une deuxième manche de négociation. En sachant que la première manche n'a pas été très concluante. Rappelons aussi pourquoi je vous ai parlé du 21 avril, c'est la date, c'est l'échéance de ce cessez-le-feu annoncé la semaine dernière. Donc, le 21 avril, normalement, ce cessez-le-feu décrété par les deux parties 15 jours, de 15 jours devrait toucher à sa fin. Donc, s'il y a un deuxième round de négociation, il devra se tenir, il devrait, en tout cas, j'utilise le conditionnel, se tenir
dans la semaine qui vient, donc avant le 21 avril. On attend la fin de semaine pour la confirmation. Si c'est confirmé, ça devrait avoir lieu le week-end. Quels sont les autres points de blocage, Hafed Boutaleb? Parce qu'on l'a vu, les propositions iraniennes, on les connaît, un peu moins les propositions américaines. D'ailleurs, il n'y a pas eu de proposition américaine. Il y a eu une action américaine, celle de décider à son tour de bloquer le détroit d'Ormuz. Eh bien, l'autre point de blocage essentiel, c'est ce que les Iraniens qualifient de paix séparée. Ils s'opposent à l'idée de paix séparée, mais s'agissant évidemment du Liban, je pense qu'on va y revenir, cette idée d'avoir une paix sur un front, mais pas sur l'autre, elle ne plaît pas aux Iraniens. La question est-ce que s'il y a un consensus, ou en tout cas un accord plutôt, sur la question du nucléaire entre Washington et Téhéran, qui est une question cruciale depuis des décennies, est-ce que les Iraniens risqueraient de mettre en équation cet accord-là qu'ils pourraient atteindre, si jamais ils l'atteignent ce week-end ou les jours d'après, pour le Liban, pour le sort d'un pays étranger qui est le Liban, et donc s'exposer encore à une escalade américaine en solidarité avec le Liban, ça semble un peu... surtout, bon, on y reviendra certainement. Solidarité avec leur proxy au Liban, voilà, le Hezbollah. Il faut bien préciser pourquoi l'Iran aussi est solidaire des Libanais, pas tous. C'est solidaire avec le Hezbollah, qui lui a engagé le Liban unilatéralement dans ce combat, dans ces nouvelles manches d'affrontement entre le Liban et Israël, uniquement en réaction à l'assassinat d'un chef d'État étranger, qui est Ali Khamenei. Donc ils ont engagé un Liban dans lequel les Israéliens s'étaient quasiment entièrement retirés. Et aujourd'hui, les Israéliens sont revenus, bien plus en tout cas que ce qu'ils n'étaient avant la réaction libanaise ou du Hezbollah après l'assassinat de Khamenei. Alors, on va parler du Liban dans quelques instants. D'abord, en rappelant aussi les faits, les chiffres, des milliers de morts, 2000 morts depuis le 2 mars. Mais avant, j'aimerais bien qu'on parle de la situation avec l'Iran. Israël n'a pas cessé le feu avec l'Iran, professeur Boutaina Ben Salem. Ce qui est le plus intéressant, c'est aussi cette posture iranienne assez inédite depuis notamment la semaine dernière et l'Iran aujourd'hui qui impose aussi ses conditions pour le cessez-le-feu. Oui, au fait, les Iraniens se sont rendus compte que le détroit d'Ormuz est quand même un nerf pour l'énergie mondiale et c'est un bon moyen de pression. Je voudrais juste rappeler qu'il y a eu dans l'histoire une sorte de blocage lors de la guerre irakienne et iranienne, où les Irakiens, au fait, avaient essayé d'étouffer l'Iran par un blocus et les Iraniens s'étaient rabattus sur tous les navires des pays du Golfe pour essayer d'internationaliser le conflit. Donc, ça leur donne quand même un levier de négociation, d'autant plus que la tentative des Américains qui a été rapporté par certains observateurs, on l'a présenté comme une tentative de sauver un pilote, mais c'était près d'Isfahan où il y a de l'uranium, donc c'était plus une tentative de voir s'ils pouvaient prendre le terrain pour pouvoir dégager l'uranium. Ça n'a pas marché. Ils se sont rendus compte que pour garder le terrain, il va y avoir des pertes. Les Américains sont très sensibles aux pertes humaines. Donc, ils ont pensé que peut-être avec les négociations, ils pourraient obtenir ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est qu'on a deux belligérants qui viennent avec des propositions maximalistes et ils ne veulent, les Iraniens sont prêts à faire quelques concessions. Donald Trump n'est pas vraiment prêt. Il veut une sorte de capitulation que peut-être les Iraniens ne vont pas accepter et ne pourraient pas accepter. Qui est l'homme fort aujourd'hui en Iran? Parce qu'on le voit, c'est-à-dire on ne met pas réellement en avant une personnalité, en attendant bien sûr de voir le nouveau ayatollah qu'on n'a pas encore vu depuis sa prise de fonction en tant que guide suprême du pays. Alors ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'en Iran, ce n'est pas le système d'un seul homme. Ce n'est pas l'Irak de Saddam où vous pouvez vous débarrasser d'une personne et le système va tomber. En Iran, les décisions sont prises de manière collective. Ils ont plusieurs institutions et dans chaque institution, vous avez par exemple, dans celle du Conseil de sécurité, vous avez des représentants de tous les groupes qui viennent et qui parlent. Il n'y a rien qu'à voir les personnes qui sont parties à Islamabad, c'est à peu près 70 personnes et il y a des représentants de toutes presque les institutions. Il y a des parlementaires, il y a le gouverneur de la banque, il y a des militaires, des diplomates, il y a plusieurs représentants. Mais ce qu'on sait, c'est que les gens qui entourent
le guide suprême aujourd'hui, ce sont les faucons conservateurs de l'Iran. Ce sont eux qui ont pris le contrôle, surtout que le pays est dans un état de guerre. Alors, le pays est en état de guerre. Oui, faites votre. Il y a 4 personnalités qui se dégagent quand même. Il y a d'abord le président de la République, Messoud Pezeshkian, qui continue à diriger. Il n'a pas l'essentiel du pouvoir, mais il continue quand même à occuper son poste. Il y a le chef de la diplomatie, ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui a été expressément épargné par les Américains parce qu'ils ont besoin d'une figure comme celle-ci pour pouvoir négocier. Il y a évidemment le président du Parlement, Mohamed Bagher Ghalibaf, qui a mené la délégation à Islamabad. Et enfin, il y a bien évidemment le guide suprême, le nouveau guide suprême, le fils de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Donc, c'est les 4 figures aujourd'hui qui se dégagent quand même de... Dont une qui reste absente, hein, c'est Mojtaba Khamenei. Effectivement. On ne l'a toujours pas vu, mais on peut comprendre pour les raisons. C'est par sécurité, je crois, essentiellement. Il a été blessé, oui, il y a des raisons de santé, mais c'est aussi le contexte, puisqu'il est quand même il serait une cible de choix pour les États-Unis, surtout les Israéliens. Alors, dans ces négociations, est-ce qu'il y aurait des médiateurs invisibles? Je m'explique. Est-ce que, outre les Iraniens, vous avez parlé tout à l'heure de la Russie, on n'a pas parlé de la Chine. Et on va en parler aussi tout à l'heure quand on va parler de pétrole. La Chine, si effectivement les Américains décident de maintenir ce blocus sur le détroit d'Ormuz, leurs intérêts directs seront touchés. Oui. Alors, quel est le rôle de la Chine? Quel est le rôle d'un pays, par exemple, comme la Turquie? Enfin, il y a beaucoup d'acteurs il y a à peine quelques semaines, ils étaient des big players dans la diplomatie, notamment dans cette région qu'on n'entend plus. Oui. Ou en tout cas, dont l'action n'est pas réellement visible. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, quand même. L'Arabie Saoudite, c'est la grande question. Effectivement, ils vont se rapprocher davantage de Téhéran pour leurs intérêts. Enfin, il y a beaucoup de questions. Mais sur ces acteurs, Fayed Bottaleb. Alors déjà, il y a le Qatar qui mène activement une initiative, qui est à l'origine d'une initiative pour pouvoir adopter un point de vue commun à toutes les parties prenantes régionales qui sont proches. Hein. La Ligue arabe, évidemment, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Turquie, que vous venez de mentionner, pour montrer un front commun face, d'une part, aux Iraniens, puisqu'ils ont été agresseurs aussi concernant ces pays du Golfe. Ils n'ont pas ciblé que des installations américaines, on le sait très bien, ils ont aussi attaqué des installations civiles relevant des pays du Golfe, et face aussi à Israël, dans cette escalade contre le Liban. Alors, avant d'ouvrir le dossier libanais, une réaction peut-être, professeur Ben Salem, sur le géant chinois. D'abord, il y a des intérêts, bien évidemment, purement économiques, mais pas que. Il y a aussi des intérêts géopolitiques. Il y a aussi cet allié qu'est l'Iran, de Pékin, bien sûr. Oui, effectivement. La Chine a des relations très importantes avec l'Iran en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie. Et puis, la Chine est en train de voir tous ces producteurs être cernés par les Américains. C'est aussi quelque chose qui l'inquiète dans un certain sens. Mais il paraît qu'elle a mis tout son poids au fait pour mener les Iraniens vers les négociations, parce que la première position des Iraniens était de ne pas accepter un cessez-le-feu, c'est-à-dire de rentrer directement dans un accord pour pouvoir justement éviter un retour vers la guerre. Mais les Chinois ont compté sur ça et ils les ont influencés. C'est ce qui a fait que les Iraniens sont partis quand même vers ces négociations. Est-ce que cette situation ne peut pas mener vers un... Je ne dirais pas conflit, parce que maintenant, quand on dit conflit, c'est automatiquement militaire. Il y a à peine quelques mois, ce n'était pas automatique. Mais quand je dis conflit, c'est vraiment une tension supplémentaire entre Washington et Pékin, en sachant qu'il y a une... n'est-ce pas, Fayed Bottaleb, corrigez-moi si je me trompe, il y avait une visite du président américain qui était prévue pour rencontrer son homologue en Chine, qui a été reportée, mais... Est-ce que cette question de blocage du détroit d'Ormuz ne risque pas de mettre de l'huile sur le feu, pour rester un peu dans le jargon, entre les deux leaders? Non, au contraire. Comme l'a souligné le professeur Ben Salem, les Chinois ont fait pression sur les Iraniens, en tout cas c'est ce qui se dit, pour accepter cette session de négociation. Et les Chinois... Ce qui se dit aussi, c'est que les Américains et la Chine sont à un pas du conflit à cause d'Ormuz.
Il y a plusieurs analyses, Ils ne mais sont c'est pas l'une des analyses. Je vois qu'Olivier Ravel acquiesce. Hein. On va se tourner vers mon troisième invité qui est avec nous depuis Paris. Il est expert dans le domaine de l'énergie. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça risque de crisper davantage les relations déjà tendues entre les deux rivaux américains et chinois? Oui, tout à fait. Moi, ce que je vois, ce que je comprends, c'est d'abord que le Pakistan est très proche des Chinois et que les Chinois, via le Pakistan, ont énormément fait pression sur l'Iran pour qu'il vienne à la table de négociation. La deuxième chose, ça concerne, ce n'est plus un conflit militaire, c'est devenu la recherche de l'établissement de la puissance et du contrôle du détroit d'Ormuz. Et la décision très récente des Américains de dire si vous voulez perturber la circulation du détroit d'Ormuz, alors nous allons la perturber encore plus. Là, ça fait franchir un cap supplémentaire, puisque les trois puissances qui sont les susceptibles d'être confrontées physiquement, on va dire, les pavillons chinois, les pavillons indiens, pavillons pakistanais qui sont partis à la négociation, qui sont les plus gros importateurs de pétrole brut iranien, sont ceux qui sont susceptibles d'être face à face avec des bâtiments américains qui les arraisonneraient. On ne voit pas vraiment une situation saine qui aboutirait d'une confrontation dans le détroit d'Ormuz entre un tanker battant pavillon chinois et la marine américaine. Et d'ailleurs, on remarque que ce blocus décrété par les Américains fuit, entre guillemets. C'est-à-dire que depuis qu'il a été mis en application, il y a à peu près 24 heures, il y a un certain nombre de cargos qui sont passés quand même, qui n'ont pas été arrêtés par les Américains. Oui, mais on garde quand même que les ports iraniens sont pratiquement tous bouclés, à l'heure où on parle. On a 10 000 troupes, navires de guerre, aéronefs impliqués. Déjà dans les premières 24 heures, pas un seul navire n'a pu passer, en tout cas. Plusieurs ont été refoulés. Ce qui est très étonnant, c'est que on sort de 40 jours pendant lesquels les Américains ont dit aux Iraniens « nous supprimons les sanctions pour ne pas impacter trop le marché international de l'énergie et du pétrole en particulier ». Il y a à peu près il y a plus d'une centaine de millions de barils de pétrole iranien sur l'eau. Donc, de toute façon, ces barils sont déjà sortis du détroit d'Ormuz. Ils font l'objet de transactions et vont signifier des rentrées de revenus fraîches pour l'Iran. Et donc, c'est un moment très spécial aussi parce que ce qu'on n'a pas beaucoup mentionné, c'est que le temps de transit moyen des pétroliers qui sortent du détroit d'Ormuz pour prendre la direction générale des pays consommateurs, c'est entre 30 et 40 jours. Or, justement, on se confie à 40 jours. Oui. Et donc, si aujourd'hui on voit le prix du pétrole se maintenir à des niveaux élevés, à peu près à $100 le baril, ce qui est aussi vrai, c'est que les marchés physiques du pétrole, c'est-à-dire les gens qui négocient le Brent daté, c'est-à-dire le pétrole qui est désigné comme étant livré très rapidement, et lui a un prix encore plus élevé que ce qu'indique le prix des marchés futurs, que ce soit du Brent et WTI. On parle d'une surprime sur le marché physique par rapport au baril papier de 25 à 30 $. Et à 125, 130 $ le baril, là, on est dans une zone économiquement dangereuse. L'Agence internationale de l'énergie vient d'annoncer qu'elle révisait ses prédictions pour la consommation de pétrole cette année. Mondialement, au départ, elle misait sur une augmentation de la consommation de 700 000 barils jour. On est passé à une baisse de la demande de 100 000 barils jour. Pour information, quand même, une baisse de la demande dans l'économie mondiale du pétrole. D'abord, c'est la première depuis la fin de la pandémie. Et deuxièmement, ce sont des grandeurs qui sont extraordinairement corrélées au PIB mondial et qui dit baisse de la consommation mondiale, entièrement concentrée dans le scénario de l'AIE, de l'Agence de l'énergie, sur une réduction de la consommation au deuxième trimestre et une solution apportée au problème à la fin du deuxième trimestre, donc ça pourrait être encore pire, bien sûr. Ça veut dire une récession. Oui, bon.
Ça veut dire effectivement une récession. Le patron de BlackRock l'avait rappelé aussi, même avant ce blocus américain du détroit d'Ormuz, qui est quand même aussi quelque chose d'assez inédit. Les Américains, d'ailleurs, qui ne font pas exception. Ce ne sont pas que les navires iraniens qui sont interdits de passer, c'est tous les navires, quelle que soit leur nationalité. C'est ce qu'ils disent, effectivement. Le pouvoir de nuisance, assez paradoxalement, le temps joue pour les Iraniens. Même si les Américains disent qu'ils font le blocus des ports iraniens, le temps joue pour les Iraniens parce que la dégradation des conditions mondiales, et on le voit bien dans un certain nombre d'antagonisations entre le gouvernement américain et des alliés, des États-Unis, on voit bien que ça crée une perturbation majeure et qu'on arrive dans les semaines maintenant où le phénomène de manque de barils va se montrer très directement en termes d'inflation, en termes de disponibilité, dans la gestion de la prochaine récolte pour les fertilisants, etc. etc. Donc, la pression, assez paradoxalement, sera vraisemblablement beaucoup plus rapidement portée sur les épaules du gouvernement américain que sur le gouvernement iranien. De toute façon, le gouvernement iranien est très clair, il ne reculera pas, en tout cas. Il dit que l'option militaire qui dure depuis 20 ans, ça ne les arrange pas, qu'ils ont tenu, et qu'effectivement, avec cette guerre, ils auraient prouvé qu'ils sont capables de tenir tête à la première puissance militaire mondiale, qui sont les Américains. Professeur Bensalem, un commentaire sur ce blocus, avant qu'on parle aussi de la situation au Liban. D'ailleurs, c'est l'une des conditions aussi des Iraniens. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ouvrons aussi, par la même occasion, ce chapitre libanais. Oui, alors je rejoins parfaitement ce qu'il a dit votre invité sur le blocus du détroit. On a l'impression que c'est un blocus et ce n'est pas un blocus. Franchement, c'est presque illogique. Et de toute façon, est-ce que les Américains vont arrêter les bateaux chinois? Ils vont les empêcher de passer. Et puis les Iraniens, ils ont dit qu'ils vont arrêter tous les autres bateaux des autres pays. Oui. Ils ne vont pas passer aussi. Alors imaginez, ni l'Arabie Saoudite, ni les autres pays ne peuvent faire passer leurs bateaux aussi. Absolument. Donc ça va mener à un problème des prix encore. Il y a l'été qui arrive, il y a le besoin de gaz, il y a le besoin de pétrole. Et il y a aussi le problème de la sécurité alimentaire dans le monde, parce qu'il y a les engrais qui passent par là. Donc, et les autres intrants nécessaires pour les engrais, que ce soit les dérivés du gaz, le soufre, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas que de la sécurité énergétique mondiale dont on parle, mais il s'agit aussi de la sécurité alimentaire de millions, voire de milliards d'êtres humains. Oui. Et puis, il y a les Européens qui parlent d'un groupe qui est en train de travailler sur la question. Et alors, il n'y a rien qui transpire sur cette question-là pour le moment. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le ministre de l'Intérieur iranien, ce qui est sorti dans l'Europresse, c'est qu'ils ont demandé à ce que dans les frontières qu'ils ont avec les autres pays, ils ont demandé à faciliter le passage des produits alimentaires et de tous les produits. C'est-à-dire qu'ils sont déjà, eux aussi, dans une économie de guerre. Oui. Ils se préparent pour quelque chose à long terme, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à aller dans les négociations, mais ils sont aussi prêts à tenir le coup, et ils l'ont fait. Ils ont été sous pression pendant la guerre Iran, ils ont été sous sanctions pendant des années, donc continuer encore quelques années ou quelques temps pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent ou les garanties qu'ils veulent, je pense qu'ils peuvent le faire et ils ne pourront pas reculer parce qu'ils ne veulent pas revenir au statu quo. Et il y a aussi cette méfiance. Ils se méfient des Américains parce qu'ils pensent qu'ils ont été trahis, ils ont peur d'abandonner leur programme militaire et de se faire attaquer après par Israël et par les Américains, comme ce qui s'est passé en Libye. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux et ils ne peuvent pas ne pas rester fermes sur ces questions-là. Alors Israël, d'ailleurs, qui était en négociation aujourd'hui même à Washington, donc le retour des négociations pour un cessez-le-feu. Et rappelons quand même que depuis le 2 mars, on dénombre pas moins de 2000 morts
par les frappes israélienne sur le Liban, Beyrouth qui a été frappée lourdement. Bon, déjà peut-être un petit rappel historique. Ce conflit, il ne date pas d'aujourd'hui, il remonte aux années 80. Et je pense que c'est la première fois depuis 1982 que les Israéliens, le Hezbollah, ne sont pas mis sur la table des négociations. Hafez Boutaleb, un petit rappel historique. Alors c'était déjà en 1978 qu'il y a eu la première incursion israélienne au sud du Liban, en réaction, à chaque fois, les Israéliens sont très prudents dans ça, en réaction à une attaque d'une milice de l'OLP, de l'Organisation de libération de la Palestine. Donc c'était le prétexte, encore une fois, pour les Israéliens pour franchir la frontière. Et puis il y a eu l'opération Paix en Galilée en 82, où l'armée israélienne a voulu ou a décidé de pourchasser feu Yasser Arafat jusque dans la ville de Beyrouth, la capitale, où il avait été évacué vers Tunis, et on connaît la suite. Donc c'était déjà la première phase où les Israéliens avaient occupé tout le sud Liban. Alors ils sont allés même au-dessus de la rivière de Litanie, comme je viens de le souligner, ils sont arrivés jusqu'à Beyrouth. Il y a eu des négociations l'année d'après par le président Amin Gemayel et du côté israélien, c'était Yitzhak Shamir. Et il y avait eu une paix. Alors la première fois qu'il y avait eu ces négociations, c'était en 1983, et c'était la dernière jusqu'à celle-ci, jusqu'à aujourd'hui, donc presque 43 ans. Seulement, la paix qui avait été aboutie en 83 a très vite été retirée en 84 sous pression syrienne, et les observateurs avaient conclu à l'époque qu'il ne peut pas y avoir de paix séparée sans un consensus régional, interne, je veux dire, au Liban, et sans un appui régional. Et donc, c'est les mêmes conditions aujourd'hui. C'est ce que souhaitent rappeler les Iraniens, c'est ce que souligne ce matin le Hezbollah, qui souhaite l'échec de ces négociations, qui en réalité, ces négociations sont la seule occasion aujourd'hui pour préserver l'intégrité territoriale du Liban. Puisque le Premier ministre lui-même, Netanyahou, hier, dans une déclaration surprenante, a dit qu'il voulait une paix sur plusieurs générations. Donc, je pense qu'avec le Liban, il l'a dit, c'est une déclaration de Benjamin Netanyahou. Et à la veille de ces négociations, et donc les représentants aujourd'hui à Washington, notamment Nada Hamadeh Maoued. Mais il y a déjà pour qu'Israël se mette à la table des négociations. Alors, vous faites bien de rappeler ça. En 2019, il y a eu des négociations entre les Libanais, incluant le Hezbollah, et les Israéliens, sur le partage des réserves gazières au large des côtes des deux pays. Et à ce moment-là, le Hezbollah avait accepté de s'asseoir, parce que c'était une question d'argent. Donc ils avaient signé un accord sur le partage de la ligne de démarcation. Mais le Hezbollah n'a pas été convié, et il menace déjà, bon, d'ailleurs ils ont tiré des roquettes aujourd'hui vers le nord d'Israël, et ils ne se sentent même pas concernés par ces négociations, professeur. Alors la condition que demande Netanyahou, c'est la démilitarisation du Hezbollah. Et on sait que le Premier ministre Nawaf Salam et le président Joseph Aoun ont aussi, avant cette guerre, avaient commencé la démilitarisation du Hezbollah. Et je pense qu'aujourd'hui... Mais est-ce que ça a déjà réussi historiquement? Non, c'est pour ça que je voulais commencer par un rappel historique. L'histoire nous apprend que le Hezbollah, on n'a jamais réussi à le désarmer. Alors, l'histoire nous apprend, oui, effectivement, il est indésarmable pour le moment, mais ça fait 40 ans, ça fait pas des siècles, donc c'est possible d'arriver à un désarmement de cette milice. Ce n'est pas non plus une milice pléthorique, aujourd'hui surtout très affaiblie, et seulement le Hezbollah clame d'avoir permis au Liban de préserver son indépendance, son intégrité territoriale, parce qu'il y a eu le retrait en l'an 2000 des travaillistes. Or, on sait très bien que ce retrait avait été le résultat de la pression de Washington du fait des échecs des accords de Camp David, des négociations de Camp David entre Ehud Barak et aujourd'hui on le sait, la presse le sait très bien, ce n'est pas par l'action militaire du Hezbollah, c'était par la pression de Washington à l'époque, Bill Clinton, sur Ehud Barak, et donc il y avait eu un retrait des travaillistes du sud du Liban, un retrait que la droite israélienne n'a jamais pardonné. À reprendre leurs éléments de langage, c'était un retrait impardonnable, et aujourd'hui ils ont l'occasion d'une revanche historique sur cette action de la gauche israélienne et reprendre et justement... C'est ce concept de zone tampon proposé par Israël. C'est le concept d'une zone tampon qui quand même représente 10%, si elle venait à être installée, de la superficie du Liban. Elle est en cours. Elle est en cours, effectivement, puisque aujourd'hui on constate clairement que la présence israélienne au sud du Liban s'est considérablement développée depuis le 28 février parce que le Hezbollah échoue pour le moment à les faire reculer, puisque aujourd'hui c'est une milice
considérablement affaibli, qui est aux ordres de Téhéran, qui ne pense pas et qui ne répond pas aux ordres du président de la République libanaise, ni au Premier ministre de Liban. Donc elle est anti-institutionnelle. D'ailleurs, il y a eu le réveil du Hezbollah après l'élimination du guide suprême Ali Khamenei. Et voilà. C'est là où ils ont commencé, effectivement, les hostilités. D'ailleurs, Israël était prêt. Hein. Il savait qu'il y avait un front nord qui allait se déclencher après Israël ne demande que ça. La guerre enclenchée sur l'Iran ce 28 février. Professeur Ben Salem, commentaire. Et surtout sur aussi la situation des civils. Hein. On parle de centaines de milliers, voire un million de déplacés. Effectivement. Donc je vais juste rappeler ce qui s'est vraiment passé. Hein. Le Hezbollah est né après l'occupation du Liban. Hein. Oui. Historiquement, c'est un mouvement qui est venu pour résister contre l'occupation. Alors ça, c'est un point. Le second point, c'est qu'il y a eu quand même un cessez-le-feu qui a été respecté que par les Libanais pendant une année et les Israéliens ne l'ont pas respecté. Alors il y avait des assassinats extraterritoriaux, il y avait aussi des bombardements. Et puis là, on parle du sud de Liban. Hein. Il y a une population qui a été expulsée, il y a des villages qui ont été rasés. Vous ne pouvez pas, enfin, le gouvernement de M. Netanyahou ne peut pas dire qu'il veut une paix durable en restant, en occupant un territoire libanais. Et en laissant ces gens-là en dehors, on empêche les Libanais de revenir dans leur village. Il faut savoir que dans la résistance, il n'y a pas que le Hezbollah. Par exemple, hier, il y a un combattant qui est chrétien, hein, qui est mort dans les combats. C'est la population du Liban. Alors le problème de l'armée libanaise, c'est autre chose. Alors elle veut désarmer le Hezbollah, mais est-ce qu'elle est capable de défendre? Est-ce qu'elle a les moyens de défendre? Elle n'a pas d'armement, parce que ses tuteurs internationaux ne l'ont pas laissé. Et puis, il y a une autre question qui est intéressante, c'est que le Liban, c'est plus de 17 communautés religieuses. Donc, il y a énormément de tensions et on fait plus confiance à sa communauté qu'à une armée. Donc, il y a vraiment des tensions sociales, il y a un problème de territoire, il y a un problème de paix. Et quant aux affinités du Hezbollah, on a parlé tout à l'heure de Khamenei, le Hezbollah, contrairement à d'autres chiites, il reconnaît Wilayat al-Faqih. Oui. Donc pour lui, c'est aussi son guide suprême qui a été assassiné. Donc ils ont vraiment des affinités avec les Iraniens qui fait qu'ils sont plus proches des Iraniens que d'autres mouvements comme les Houthis ou d'autres mouvements en Irak. Voilà. Oui, je repose ma question. Est-ce que le Hezbollah serait impliqué indirectement dans ces négociations ou pas? Eh bien, comme l'a souligné le professeur, le Hezbollah s'autoproclame représentant d'une composante des 17 communautés, c'est la composante chiite. S'il faut atteindre un compromis avec les voisins israéliens qui est durable, il est nécessaire que les chiites soient aussi dans la boucle. Parce que s'ils font partie aussi de l'appareil d'État libanais, c'est qu'ils ont aussi leur parole dans la prise de décision. Ils ne sont pas les seuls à représenter les chiites pour autant. Il y a aussi le mouvement Amel de Nabih Berri qui occupe le poste de speaker, donc président du Parlement, depuis quand même 45 ans. Oui. Et Nabih Berri est très sensible à cette aile un peu extrémiste, radicale, qui est le Hezbollah, mais il est aussi sensible à ses alliances avec les dirigeants libanais. Donc, parce qu'il est représentant aussi d'une institution constitutionnelle libanaise qui est le Parlement. Et donc, par conséquent, il est obligé aujourd'hui de faire acte de cette main, entre guillemets, main tendue israélienne, puisqu'on sait très bien que l'intention véritable d'un dirigeant comme Netanyahou, c'est d'annexer le Sud-Liban. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est neutraliser les garde-fous. Et il s'adresse à l'histoire, en fait, plus qu'au bon sens. Il a là des arguments qu'il présentera demain pour justifier l'annexion du Sud-Liban. Tout comme un des justificatifs qui parle aussi, qui d'une certaine manière relève du bon sens, c'est les Israéliens disent pourquoi évacuer nos compatriotes au sud de la frontière libanaise, parce qu'il y a des attaques du Hezbollah, pourquoi ce ne seraient pas les Libanais qui iraient? Donc là-dessus, un dirigeant américain du Pentagone ou un sénateur représentant, congressman plutôt à Washington, comment il pourrait répondre à un argument d'un allié de taille comme Israël, à cet argument-là? C'est vrai que c'est des arguments qui sont solides. Mais donc, si les négociations donne à l'extrême droite israélienne des arguments précieux. Grâce au Hezbollah, l'extrême droite israélienne a le prétexte pour pouvoir envahir le Sud-Liban. Elle n'a pas besoin de prétexte. Elle a toujours dit qu'elle veut élargir les frontières. C'est ce qui se passe au Golan en Syrie, c'est ce qui se passe. Au fait, il faut comprendre que pour vivre là-bas, il faut un plan de paix.
pas un plan de guerre. On ne peut pas rester en guerre tout le temps contre ses voisins. C'est pas comme ça qu'on peut... Mais est-ce que ces négociations-là, parce que c'était ça, c'est pour ça que je voulais quand même qu'on revienne à ces négociations. Pourquoi alors tenir ces négociations si de toute façon le Hezbollah n'est pas impliqué directement ou indirectement? Il n'y a pas de guerre civile. Aussi, ça c'est important parce que le contexte des dernières négociations a changé. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même une guerre civile qui secouait le Liban. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre civile. Toutes ces communautés vivent en harmonie et en paix, notamment avec le Hezbollah, avec toutes les autres factions chiites, les maronites, etc. Mais force est de constater aujourd'hui que l'agression, elle vient d'Israël. Il se retrouve avec le gouvernement libanais. Si la seule condition, celle du désarmement du Hezbollah, n'est pas remplie, n'est pas acceptée, donc du coup, si ces négociations échouent, ce qui est probablement le cas, c'est ce que souhaitent les Israéliens, à mon avis. Alors, évidemment, ils vont à ces négociations, mais ils souhaitent qu'elles échouent. Et si elles échouent, ça veut dire quoi? C'est l'annexion du Sud-Liban? Oui, l'annexion du Sud-Liban sous prétexte d'une zone tampon pour protéger le nord d'Israël. Mais c'est ce qui aura lieu si ces négociations échouent. On parle d'une superficie qui est équivalente à peut-être la taille de Gaza ou 2 fois, voire 3 fois la taille de Gaza, donc entre 350. Ça dépend s'ils arrivent au fleuve Litani ou pas. Et s'ils peuvent tenir jusque-là. Mais aujourd'hui, s'ils arrivent au fleuve Litani, là c'est une autre question qui se pose aussi pour toute une population libanaise, c'est l'eau. Oui, alors le Liban ne souffre pas vraiment d'un stress hydrique important. Ils ont d'autres ressources aquifères, mais seulement le fleuve Litani est une rivière importante pour l'équilibre. Oui. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on parle, le sud du Liban est déjà séparé géographiquement du nord par des attaques systématiques ou les bombardements systématiques contre les ponts. Tous les ponts du fleuve Litani ont été détruits. Et pour cette population aujourd'hui, on a un Premier ministre israélien, ou plutôt un ministre de la Défense israélien qui est Israël Katz, qui dit clairement que les 600 000 réfugiés, alors il y a un chiffre 600 000 ou 1 million, qui ont quitté leur terre au sud du fleuve Litani, n'y reviendront plus jamais. Vous imaginez, ça c'est une deuxième Nakba totalement assumée. C'est pour ça que pour masquer cette posture d'extrême droite radicale, les Israéliens parlent de négociations et d'accords de paix sur des générations. Pour une fois ces négociations échouées, ils justifieront donc l'annexion. C'est comment on appelle ça, une marque de fabrique que l'on connaît très très bien à l'État palestinien, à l'État israélien. C'est comme ça qu'il a saboté l'OLP pour pouvoir développer les colonies en Cisjordanie. Ça radicalise davantage ces groupes, il faut le dire. C'est-à-dire que mais ils le savent très bien. Ils ne servent pas simplement la droite extrémiste en Israël, mais ils radicalisent davantage un mouvement qui est considéré comme terroriste, rappelons-le, par une grande liste de pays. Oui, bien évidemment, je parle du Hezbollah. Qui reçoit ses ordres de Téhéran pour un agenda qui est celui de Téhéran, qui n'est pas celui de Beyrouth. Là encore, on a affaire à un cercle vicieux dans lequel tant l'extrême droite israélienne que le Hezbollah libanais souhaitent une confrontation parce que c'est le seul cadre dans lequel leurs objectifs cachés ou dévoilés aujourd'hui peuvent être atteints. Donc c'est un cercle vicieux qui sert les deux d'une certaine manière. Seulement, le pays le plus important dans cet équilibre, enfin le plus important, le plus puissant militairement, c'est Israël. Oui. Donc ils savent très bien qu'ils sont dans une dynamique gagnante pour eux, puisqu'ils vont confronter le Hezbollah et il ne faut pas se faire d'idées. Est-ce que le Liban peut être aussi une carte à jouer dans les négociations avec les Américains? Moi, je veux juste rebondir entre les Iraniens et les Américains. Je veux juste rebondir sur ce qu'a dit mon collègue. Si la résistance s'arrêtait par la force du feu, je pense que le Maghreb serait encore occupé. Jamais la résistance, c'est une idée. Même si le Hezbollah part, il y aura un autre groupe. Mais le Hezbollah, ce n'est pas la résistance. Non, c'est une partie de la résistance quand même. Ils défendent une partie. Et admettons, si je suis ce raisonnement, admettons qu'ils laissent les armes. Est-ce qu'ils vont récupérer leur territoire? Vous parlez de zone tampon. Ils ne vont pas le récupérer. Vu ce qui s'est passé à Gaza, il y a une trêve. Est-ce que les bombardements se sont arrêtés? Non. Est-ce que l'aide alimentaire, médicale, est-ce que les gens de Gaza... Non, c'est le génocide qui continue. Alors comment est-ce qu'ils vont accepter? C'est une question de survie pour eux aussi. Et qui va les défendre après?
Qui va leur donner des garanties? Et puis oui, Israël a la force du feu. Elle peut occuper le territoire, mais est-ce qu'elle va le garder? Est-ce qu'elle va construire une paix? Non. Si le besoin, c'est la paix, il faut travailler avec tout le monde, donner des garanties, et puis voilà. Mais si la paix venait par les marchés? Je m'explique. Hier, Olivier Ravel, j'aimerais bien faire un point avec vous sur ce mouvement de panique hier sur les marchés. $150 le baril. Est-ce que déjà cette option sur un baril à $150 qui peut s'installer sur cette barre, je ne vais même pas dire psychologique, parce que normalement c'était la barre psychologique des $100, là on parle de $150, d'autres même estiment que le baril pourrait toucher les $200, mais si il venait à s'installer, si effectivement ces négociations ne mènent à rien, que ce soit les négociations entre les Israéliens et les Libanais à Washington, les autres négociations qui devraient reprendre en fin de semaine à Islamabad entre les Américains et les Iraniens, bref, si tout ceci fait pchit, qu'est-ce qui nous attend? C'est vraisemblablement ce que vous venez de décrire, c'est tout ce sur quoi comptent les Iraniens pour arriver à leur fin. Ils vont refuser dorénavant de revenir au statu quo ex ante, et c'est très important parce que ce qu'ils demandent, et dans leurs 10 points, ils veulent donc exercer le contrôle à l'accès au détroit d'Ormuz. Donc on a d'un seul coup créé un péage pour la circulation des marchandises, et en particulier de 20% du pétrole qui entre dans le commerce mondial. Donc, la partie d'échec diplomatique qui est en train d'être menée, puisque les bombes se sont tues, mais la bataille autour de la négociation, de l'émergence du pouvoir, d'une certaine forme de pouvoir iranien dans la région, c'est justement de créer les conditions économiques d'une souveraineté autour du passage du détroit d'Ormuz. Et donc, ce que presse aujourd'hui des marchés, c'est le non-retour à une situation telle qu'elle était au préalable. Et $100 le baril, on vient d'un monde dans lequel on était à $60 le baril, 130, $140 le baril pour le pétrole physique aujourd'hui, parce que au bout de 40 jours, on arrive en fait dans le domaine des barils physiques et non pas ceux qui étaient déjà dans le circuit logistique mondial au moment du début du conflit. Et donc c'est cette mainmise sur le système économique mondial qui va faire que la partie va se jouer d'un côté ou d'un autre. Et les Iraniens pensent qu'ils sortent de 40 ans de sanctions et ils ont peut-être plus l'habitude de vivre dans une économie de guerre que les Occidentaux ou que les puissances asiatiques. Mais est-ce que les stocks stratégiques peuvent compenser une potentielle rupture d'approvisionnement si effectivement les Américains s'entêtent, si les Iraniens aussi maintiennent ce blocus, s'il n'y a pas d'issue? Là, on va vraiment sur le worst case scenario, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le pire des scénarios. Le worst case scenario, c'est les stocks stratégiques des pays occidentaux, typiquement 90 jours. Ces stocks stratégiques n'ont pas encore véritablement été entamés, donc 3 mois ça serait la situation si on arrivait à la fin du 2e trimestre et que la solution diplomatique n'est pas trouvée. On se préparait vraisemblablement pour un automne très difficile, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est déjà intégré dans les prix actuels? Je vous pose autant de questions parce que c'est ce qui intéresse finalement monsieur tout le monde. C'est vrai qu'on aspire tous à la paix dans le monde, etc. Mais au final, les prix à la pompe continuent d'augmenter. Le Maroc, bien évidemment, n'échappe pas à cette tendance mondiale. Il y a des risques, alhamdoulilah, on n'est pas concerné, mais il y a des risques de rupture aussi de stock pour certains pays. Mais est-ce que déjà les pays maintenant intègrent cette perturbation actuelle du détroit, ou il faudra attendre quelques jours, voire quelques semaines avant qu'on le ressente vraiment dans les prix, pas mondiaux, mais en tout cas dans les prix sur les marchés? Je pense que les attentes des marchés sont calibrées autour d'un point de vue relativement optimiste aujourd'hui. $100 le baril, avec, on espère, une solution qui est trouvée dans les semaines à venir. Et ça prendrait environ 3 mois
pour une atténuation. Si jamais on voit que dans les semaines qui viennent, la négociation autour de ce cessez-le-feu ou de l'extension de ce cessez-le-feu ne se matérialise pas, là, effectivement, on va passer d'une bande de $100 le baril vraisemblablement à une bande de 130, 140, 150 $ le baril. Et là, c'est vraiment le risque d'étranglement économique. Comme le disait fort bien votre invité tout à l'heure, le passage du détroit d'Ormuz, c'est l'exportation de près de la moitié des engrais azotés à basse durée dans le monde. C'est aussi énormément, on oublie de le dire, mais énormément des intrants qu'on utilise pour la fabrication des médicaments génériques. C'est la pétrochimie, puisque le NAFTA sert aussi beaucoup à la pétrochimie. Donc, c'est plein de chaînes industrielles lourdes qui se verraient impactées. Quels sont les secteurs industriels qui seraient les premiers touchés en cas d'escalade? Vous avez parlé de, bien sûr, l'industrie agroalimentaire. Quels sont les secteurs qui seraient le plus touchés en cas d'escalade? Les secteurs industriels? Alors, les secteurs industriels qui seraient le plus gravement touchés le plus rapidement, vraisemblablement, moi, je continue de penser que la rupture d'approvisionnement d'engrais azotés, on n'en a pas vraiment idée aujourd'hui, mais ça va vraiment impacter, dans un deuxième temps, dans un deuxième sursaut d'inflation, le prix des denrées agricoles. Pas sur cette campagne ici, pas sur cette récolte 2026, mais sur la récolte 2027, puisque c'est à l'issue de la récolte 2026 qu'on doit mettre les intrants. Et là, ça va être un véritable souci. Il y a des pays dans le monde qui sont confrontés toujours à des famines. Et là, c'est la différence. C'est la vie ou la mort. Donc, c'est la chose qui devrait vraiment être plus souvent dans la tête des gens qui en parlant des dirigeants, vous savez pourquoi j'ai interpellé mon invité sur cette question. Et si c'était les marchés qui ramenaient la paix, c'est parce qu'on a un Donald Trump qui est en perte de popularité, c'est-à-dire dans son pays, mais une perte nette en termes de popularité. Les Américains paient aujourd'hui leur gaz, enfin leur diesel à la station-service 50% plus cher avant le début de cette guerre. Est-ce que cet élément-là, avec bien sûr tout ce qui en suit en termes d'inflation, bien sûr, sur tout le reste du panier, comme on dit, de la ménagère, et si ça venait à mettre cette pression qu'il fallait sur le président américain pour step back, pour peut-être revoir ses cartes dans ce conflit avec l'Iran? Absolument. Il y a deux dates, enfin il y a deux types de dates. Il y a la date qui consiste à avoir l'obligation à revenir vers le Congrès si des hostilités étaient maintenues pendant plus de 90 jours. Et forcément, tout le monde pense aujourd'hui aux midterms, aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Si la situation n'est pas complètement résolue, on va dire, au mois de mai ou au mois de juin, ça sera un élément important de la campagne électorale. Et la défaite électorale pourrait vraisemblablement se transformer en déroute électorale pour les Républicains. OK. Bon, alors, on va pas on espère que ça ne va pas arriver jusqu'en mai ou en juin. En tout cas, le président américain aujourd'hui, selon le New York Post, a affirmé que les négociations reprendraient à Islamabad dans 2 jours. Selon les dires du président américain. Bien sûr, nous continuons à suivre la situation de très près à travers nos différents rendez-vous de l'information. À présent, pour nous, malheureusement, le terme de cette émission est arrivé. Je voudrais, avant de clore, réitérer mes remerciements à mes chers invités. Merci, cher Hafed Boutaleb, d'avoir encore une fois été avec nous. Merci, cher Boutaina Ben Salem, d'avoir enrichi ce débat aujourd'hui sur le plateau. C'était très chaud entre vous, mais en tout cas très enrichissant, comme d'habitude. Merci à vous aussi, Olivier Raval. Merci. C'est la fin donc de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.